gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we align what's left. Il est 6h30, bon réveil et bon matin à tous. Madame, Monsieur, bonjour. Merci beaucoup de votre fidélité pour cette émission matinale Kenkeliba sur la RTS. Nous sommes donc jeudi et comme tous les jeudis, vous le savez, le coach Tandakhalia sera avec nous sur le plateau pour nous présenter sa capsule gymnastique. Il y aura également la rubrique archive avec Alun Diop et deux invités vont aussi nous accompagner jusqu'à 8h et comme vous savez également des interviews qui seront particulièrement menées par Alun Badarakan. Ce sera dans quelques instants. L'équipe va tout à l'heure me rejoindre donc sur le plateau de Kenkeliba. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 8h en direct sur la Une, mais aussi sur les réseaux sociaux, comme j'aime à le rappeler. Il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Je rappelle également que vous pouvez interagir avec nous, surtout sur les différents sujets qui seront développés tout au long de cette matinale et ce sera sur notre plateforme digitale Facebook notamment. Alors, je vous propose maintenant de suivre la météo du jour. Le temps à Dakar et dans les régions, nous allons tout de suite le connaître et nous allons nous retrouver juste après pour la suite. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la Nassim. De la poussière, il en restera toujours au courant de ce jeudi, avec une fraîcheur qui va être notée sur une grande partie du territoire. Mais avant cela, il y a cet avis de vent fort qui reste valable jusqu'à cette soirée, donc jusqu'à 16h ce jeudi. Vent qui intéresse toujours donc l'ensemble de la côte sénégalaise. Donc nous allons poursuivre avec l'animation satellite et voir qu'un ciel plutôt chargé en nuages, des éclaircies alternées par des bandes de nuages donc seront notées sur l'ensemble du territoire au courant de cette journée, avec des vents qui vont souffler essentiellement de nord-est, devenant un peu forts le long de la côte. Les prévisions de la journée permettent de voir des températures qui seront toujours relativement peu élevées. Sur toute la moitié nord, les températures, à l'exception de Thiès bien sûr, ne dépasseront pas 30 degrés. 26 degrés la température la plus basse attendue à Dakar, mais aussi dans le nord-est entre Podor et Matam. 27 degrés vers Linguère et Saint-Louis, 28 au centre entre Louga et Diourbel et 29 degrés sur l'axe Mbour-Fatick. C'est dans la partie sud que les températures les plus élevées seront enregistrées au courant de ce jeudi. 32 degrés le maxi des maxi à Ziguinchor, à Sédhiou, à Kolda, mais aussi à Kaffrine et à Tambacounda, sous un ciel qui sera parsemé de nuages et une couche de poussière dense qui va toujours persister sur le pays. Donc, chers téléspectateurs, les voiles de nuages vont être toujours persistants sur le territoire au courant de la journée, avec une certaine fraîcheur, disons, qui pourra être notée sur la moitié nord du pays, une chaleur qui s'installera progressivement vers le sud du territoire. Ajouter à tout cela donc la couche de poussière qui va rester de mise au courant de ce jeudi. Cependant, une amélioration des visibilités est à signaler à partir du vendredi, progressivement donc sur l'ensemble du territoire. Donc nous ne serions quittés sans parler de cet avis de vent fort qui reste toujours de mise sur toute la côte sénégalaise, des vents qui dépassent 40 km/h et cet avis prendra fin dès cette soirée à 16h. Chers téléspectateurs, voilà qui met fin à votre bulletin météo. Nous vous invitons à suivre l'information météorologique en provenance de la Nassim à travers les réseaux que voici et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup à nos partenaires de la Nassim pour la météo du jour. Et oui, la poussière va encore se poursuivre aujourd'hui encore. Et il fait froid, n'est-ce pas, coach? Ah oui, ça fait froid, mais on s'adapte. Il fait froid, hein? Ou pas du tout? Vous arrivez à supporter quand même? Ah oui. Pour un avec sportif comme vous. Un vent assez léger, oui. Mais tout de même... supportable. Ça va, très supportable. Hein, et pour les Sahéliens, comme à l'une. Ça va, tu vas bien? Non, ça va, c'est supportable aussi. Gères? Hein. Non, on gère. Hein. Ah oui, hein. Nous gérons bien. Merci beaucoup, merci pour le service. Et surtout avec donc l'aide bien précieuse de Cathy Bara et de Exactement, son Kenkeliba tout chaud le matin, ça fait du bien. Tenir, quoi. Oui, sans compter les exercices du matin aussi, ça
ça fait du bien. N'est-ce pas, coach? C'est ça. Alors, bonjour également à nos deux invités et je te laisse le soin à l'une de nous les présenter. Alors, nous avons le plaisir de recevoir deux invités pour ce jeudi, hein, avant-dernier numéro de la semaine. On va commencer par le premier, monsieur Kamara, Kamara, qui est là en sa qualité de membre, hein, du comité de réflexion de l'amicale des anciens élèves, donc de la mythique école Pikine 1, bien sûr, donc naturellement, qui se trouve dans la grande banlieue dakaroise. Oui. Alors, une école qui vient de célébrer ses 70 ans. Donc 70 ans pour une école, cela veut dire tout simplement que beaucoup de cadres ont été formés et que le Sénégal doit beaucoup donc à cette école, assez formateur, à ces illustres enseignants qui ont tenu quand même voilà, à former autant de générations qui ont pu contribuer au développement de ce pays. Et donc on va leur rendre hommage à travers donc la partie invitée qui sera consacrée bien sûr à cette école. Oui. Revenir également sur voilà, le travail important que l'amicale est en train de faire pour la réhabilitation de cette école. Donc le bilan d'étape en termes de réalisation. Donc voilà les questions qui sont au menu. Absolument. Des échanges avec monsieur Kamara, professeur Kamara, parce qu'il est professeur d'histo-géo. Oui. Et à sa suite donc madame Kounandiaye, madame Diouf, voilà, Kounandiaye, madame Diouf, hein, et qui est là en sa qualité de formatrice, hein, à l'occasion donc de cette session de codage, disons que initiée par ONU Femmes. Naturellement, la cible, elles sont donc, voilà, elle est féminine, hein, ce sont donc les femmes qui sont à l'honneur, hein, à travers donc cette session de formation pour le codage, pour qu'il y ait une plus grande inclusion donc, dans le secteur des TIC, hein, pour surtout la gente féminine, bon, disons là, les femmes et les jeunes filles, donc voilà également. Voilà les questions qui seront abordées avec notre invitée, Madame Diouf. Pourquoi vous avez ciblé les femmes? Aujourd'hui, quelle est leur part dans l'environnement des TIC? Donc voilà les questions qui seront abordées, que l'on va aborder avec Madame Diouf. C'est ça, deux sujets très intéressants. Kounandiaye, bonjour et bienvenue sur le plateau de Kenkeliba. Bonjour également au professeur Kamara. Je rappelle que, comme a dit Alune, vous êtes professeur d'histoire et de géographie. D'abord, vous prenez le Kenkeliba avec du sucre ou pas du tout? Avec du sucre. Oui. Voilà. Ça va vous faire du bien. Alors, puisqu'on a un professeur d'histoire sur le plateau, aujourd'hui, on va juste en profiter pour parler de cette actualité, de cette commémoration hier du premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui est donc décédé hier. C'était un 20 décembre 2001 à Verson en France. Léopold Sédar Senghor nous quittait donc et on aime à le rappeler. Il s'agit du premier président du Sénégal, un homme d'État, un poète. Il fut aussi le premier Africain à siéger à l'Académie française et donc il y a 22 ans, il nous quittait tout simplement. Quelqu'un qui a énormément et beaucoup marqué l'histoire du Sénégal. On a énormément de choses à dire sur lui puisqu'il s'agit du premier chef de l'État à l'une. Bon, je laisserai peut-être l'honneur au professeur. Mais toi aussi, tu es un d'histoire et de historien. géographie, donc de venir On a deux historiens sur le plateau aujourd'hui. Du premier président de la République du Sénégal. Un honneur pour le peuple sérère. Oui. Voilà. Un petit mot, professeur. Excusez-nous, on nous signale que votre micro ne marche pas. Le temps de régler ça, on va céder la parole à l'autre historien, Alune, qui va dire un petit mot sur, écoutez, sur le président Poyet. Dans notre histoire, bien sûr, collective, le président Léopold Sédar Senghor occupe une place de choix, c'est normal, par sa qualité de premier président donc, de la République du Sénégal indépendant. Il en a été donc, le premier, c'est lui qui a guidé donc, les pas de la jeune nation sénégalaise. Alors vous savez, dans un héritage politique, bien sûr, voilà, un héritage politique est toujours mitigé. Parce qu'il y a du bon, il y a du très bon, il y a un peu quand même, voilà, peut-être quelque part d'ombre, c'est normal, parce qu'il était un homme politique. Et je crois que ça, c'est le travail quand même de tout historien digne de ce nom. Donc, parce que quand vous faites l'analyse, en tout cas, du parcours d'un homme politique, il faut être froid également dans l'analyse, quoi. Et ne pas y aller avec un certain attachement. Donc, on va essayer de se détacher un peu pour dire que peut-être déjà, du côté positif, on va dire que Senghor, quand il a permis de cimenter davantage la nation sénégalaise, il a bâti voilà, une vraie nation. Parce qu'à l'époque,
Et jusqu'à présent, en Afrique, c'est un défi pour beaucoup de nos pays. Oui. 70 ans après les indépendances, il y a des pays où, véritablement, ce qu'on appelle l'État-nation est encore en construction. Et même si, et là, à ce niveau, quand même, le Sénégal est vraiment en avance sur pas mal de pays donc, de la sous-région, voire même du continent africain, parce que Senghor, il a su être un fédérateur. Parce que, de par sa particularité d'être issu d'une minorité et d'avoir eu donc l'assentiment, le soutien de tous les grands érudits musulmans. C'est ça qui est extraordinaire dans son parcours. Cela montre qu'il a été extrêmement intelligent dans sa démarche politique, au point de charmer, donc, disons, toute l'intelligentsia maraboutique, voilà, toute l'élite musulmane qui l'a soutenu. Parce que n'ait été leur soutien, peut-être il aurait été très compliqué dans ce contexte-là d'être président du Sénégal, et ce pendant 20 ans. Absolument. Maintenant, peut-être sur un peu le passif peut-être de Senghor, hein. Moi, bon, ça c'est peut-être une réflexion qui m'est propre. Je me dis qu'il n'a pas su faire fructifier le legs colonial, entre guillemets. Pourquoi je le dis? Parce que quand il héritait quand même du Sénégal, on avait au moins pratiquement tout pour décoller. Parce qu'à l'époque, le Sénégal étant carrément la capitale, disons, de l'AEF, hein, l'Afrique occidentale française, donc un pays qui a su profiter des premières grandes réalisations durant l'époque coloniale. Quand Senghor prenait le Sénégal en main, on avait déjà un port fonctionnel, on avait un aéroport, on avait un réseau ferroviaire extrêmement dense par rapport aux autres pays d'Afrique, un réseau aussi routier. Donc je pense qu'il avait tout pour que le Sénégal, économiquement, puisse décoller. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a raté le train de l'histoire? Ça, je me pose toujours cette question, je me la pose toujours, à chaque fois que j'ai la chance, par exemple, d'avoir un historien, ici, par exemple, dans la maison, avec le professeur Oumar Diaw, j'en discute souvent, il me dit, bon, écoute, Alioune Badara, vous n'êtes pas trop tendre avec Senghor. Je lui dis, non. Pourquoi je ne peux pas être tendre avec lui sur le plan économique? C'est parce qu'il avait tout. Il avait toutes les cartes en main pour que le Sénégal soit, pourquoi pas, disons, voilà, ce phare-là en Afrique de l'Ouest sur le plan économique, la Corée du Sud de l'Afrique de l'Est. Parce qu'on avait tout. Là où, par exemple, d'autres pays avaient tout à construire, le Sénégal avait au moins le minimum nécessaire pour pouvoir décoller économiquement. Mais quand même, sur le plan politique, il a su cimenter une nation et on lui doit véritablement donc cela. Également, il a été un fin diplomate. Parce que le Sénégal, malgré sa petite taille, sur le plan géographique, je veux dire, et même démographique quand même. Jusqu'à présent, sa voix compte dans le concert des nations. Parce que Senghor, il était quelqu'un. Il s'imposait de par son aura, de par véritablement son charisme. Parce que quand même, il n'est pas grammairien qui veut. Il a été aussi le premier agrégé noir. Donc, en français, tout cela également pesé donc, sur la balance, ce qui faisait que Senghor, quand même, bénéficiait d'un certain rayonnement et à travers cela, donc il entraîne dans son siège, bien sûr, le Sénégal. Mais autre chose également que je vais peut-être lui reprocher un peu, ça brouille avec Mamadou Dia. Je pense que ce duo-là était parti quand même pour faire du Sénégal un État émergent, un pays émergent sur le plan économique. Quoi. À un moment donné, ils n'ont pas su faire taire leur ego et voilà, privilégier l'intérêt national. L'intérêt national aurait recommandé que Senghor et Mamadou Dia puissent toujours collaborer pour la nation sénégalaise. Jusqu'à présent, que de regrets quand vous écoutez voilà, les confidences du grand Maodo, vous sentez en lui une pointe d'amertume, un regret profond. Parce que voilà, il se dit qu'il aurait pu faire mieux. Le Sénégal aurait pu faire mieux sous donc, la houlette de Senghor. Bien sûr, lui étant confiné à sa tâche dans ses tâches de Premier ministre, je pense que ce duo-là était parti quand même pour véritablement faire de notre pays un modèle économique incroyable. Parce que déjà, les prémices étaient là. Malheureusement, la politique est passée par là. Et voilà, il n'y a pas eu peut-être à l'époque de fédérateur pour rapprocher les deux camps, pour toujours préserver l'intérêt national. Mais quand même, grosso modo, ce qu'on pourrait retenir de Senghor en tant que Sénégalais, vous pouvez déambuler n'importe où, vous serez toujours fiers quand même de, voilà, qu'on vous dise, bon, vous êtes, voilà, concitoyen du premier président, donc poète noir, donc Léopold Sédar Senghor. Voilà, c'est ça un peu. Donc moi, la lecture que je tirerai un peu du bilan donc, du président Senghor. C'est ça. À présent, l'éclairage du professeur Kaba Kamara. Merci de nous avoir donc conviés à ce plateau. Et 22 ans déjà, ça fait, voilà, le temps, on peut dire que le temps passe vite. Parce que Senghor est décédé, je crois, en 2001. Maintenant, on est en 2023, ça fait 22 ans. On peut quand même se permettre d'esquisser un bilan de son passage à la tête de ce pays. Bon, nous, on a eu quand même la chance d'avoir été gouverné par Senghor.
voilà, moi, en tant qu'ancien enfant de troupe, ça c'est une information que je donne, j'ai eu à défiler, le plaisir de défiler devant Senghor, le 4 avril 1976. Quand même, hein. Voilà, donc il a quitté, n'est-ce pas, la présidence en 2000 pour léguer la place à M. Abdou Diouf. Mais on peut dire que si on analyse un peu le contexte, Senghor a quand même ménagé pour qu'on accède à l'indépendance de façon plus ou moins pacifique. Contrairement à d'autres pays qui ont eu à prendre les armes, n'est-ce pas, autour de nous, il y a la Guinée-Bissau, etc. Donc, il a su ménager. On peut dire qu'il a eu quand même l'intelligence politique d'avoir mené ce pays à l'indépendance sans grand heurt avec l'ex-colonisateur. C'est vrai que au début, quand même, il y avait toujours la mainmise de la France sur les affaires, sur la gouvernance du pays. Ce qui explique que peut-être durant les premières années, il y avait une forte présence française au niveau des ministères comme conseillers, etc. Et jusque dans les années 80, quand même, on a senti que vraiment, il y avait la mainmise, n'est-ce pas, l'œil de la France, n'est-ce pas, sur ce qui se passait au Sénégal. Bon, cela peut s'expliquer par le fait que aussi Senghor est très proche de la France, parce que sa femme est d'origine française. Donc, il a été donc un chantre, n'est-ce pas, de la langue française. Hein. Donc, quelqu'un qui fait partie de ceux qui ont vraiment une maîtrise plus ou moins parfaite de la langue. Et cela, c'était important à l'époque. Parce que récemment, j'ai discuté avec des amis sur la langue. En fait, aujourd'hui, on peut dire que le français, pour certains nombres de jeunes, il constitue un obstacle à la connaissance, à l'accès à la connaissance. Donc, c'est un canal, n'est-ce pas? C'est un outil, n'est-ce pas, de maîtrise, n'est-ce pas, de la connaissance. Parce qu'effectivement, c'est un véhicule. Donc, maintenant, pour ce qui concerne un peu sur le plan économique, on a vu que pendant ces premières années, quand même, pendant les premières années qui ont suivi les indépendances, les nations occidentales ont prêté beaucoup d'argent aux pays sous-développés et à des taux extrêmement bas, ce qui les a poussés à emprunter. Donc, on s'est endetté. Et si on se rappelle bien, c'est à partir des années 80 que le surendettement a commencé à peser lourd, n'est-ce pas, sur le fonctionnement de nos États. C'est ainsi que la Banque mondiale, le FMI, ont imposé, n'est-ce pas, à nos nations, à nos pays, notamment le Sénégal, de réduire son train de vie. Donc, ce qui fait que, moi, je considère que, par exemple, ma génération, nous avons vécu ces programmes d'ajustement structurel qui ont été, donc, pratiquement pas de recrutement. On avait gelé les amassements au niveau de l'administration. Il y a eu des départs volontaires, tout juste après qu'ils ne quittent le pouvoir. Je m'en souviens très bien. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait reprocher, n'est-ce pas, à la gouvernance, n'est-ce pas, de ces premiers présidents. Bon, il n'y a pas que Senghor. De l'autre côté, non loin de nous, il y a eu en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, etc. Mais cette génération de présidents qui étaient plus ou moins très proches de la France ont eu quand même à subir, n'est-ce pas, cette influence qui n'a pas toujours été heureuse, qui n'a pas toujours été, disons, bénéfique, n'est-ce pas, pour notre développement. L'endettement, ensuite les programmes d'ajustement structurel, on ne pouvait pas véritablement investir dans les secteurs porteurs, et ce qui fait que pendant quand même un certain nombre d'années, on a pratiquement stagné. Donc, peut-être de ce point de vue, on peut penser que du point de vue de la gouvernance économique, Senghor n'a pas assez bien réussi. Mais on peut le comprendre également parce que aussi on était parti aux indépendances de façon dispersée, n'est-ce pas? Certains avaient combattu pour qu'on aille ensemble. Il y a eu la fédération du Mali qu'on a tenté de faire, fédérer, aller ensemble, avoir plus de poids, parce que quand même le morcellement politique a été un handicap, n'est-ce pas, pour nous pendant cette période, n'est-ce pas, d'accession aux indépendances. Et ça a été vraiment dommage que la fédération du Mali ait échoué, n'est-ce pas, pratiquement un an après. Et qu'après, on est allé, n'est-ce pas, en dispersion, ce qui a, n'est-ce pas, porté un coup, n'est-ce pas, à notre décollage économique. C'est ça. Mais je pense que quand même, il faut rendre hommage à Senghor. Il faut absolument. Rendre hommage parce qu'il a quand même su maintenir la stabilité dans notre pays pendant une vingtaine d'années.
Et cela nous a permis, les présidents qui lui ont succédé quand même, n'est-ce pas, d'emprunter la voie du développement. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. C'est ça. Merci beaucoup pour ce beau rappel historique, professeur. Alors, Kounandia, qu'est-ce que vous retenez très rapidement de Senghor? Bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs. Oui. Merci de nous avoir invités aujourd'hui. Alors, nous, le président Senghor, on n'a pas la chance d'être là pendant sa magistère. Mais quand même, il reste un mystère. C'est quelqu'un qui nous a fascinés, surtout son côté poète et écrivain. Et on est toujours fiers de dire notre premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Je le rends hommage encore ce jour d'anniversaire de son décès. Exactement. Alors, coach. Alors, le président Senghor, d'abord, le maintien de la stabilité de notre pays, je crois que ça aussi, c'est une excellente chose. Oui. Alors, sur le plan sportif, moi, je vais en parler un peu. Le président Senghor qui disait à l'époque, je crois que les filles, les Lions qui gagnaient la première Coupe d'Afrique, leur première Coupe d'Afrique des Nations à Tunis. Alors, et le président Senghor qui disait, voilà de véritables lions. Alors, mieux encore que nos lions footballeurs qui vont monnayer leur talent ailleurs, alors là, vous avez du mérite. Ça, il faisait allusion à ces lions qui étaient là au plan local et qui jouaient. Alors aujourd'hui, la tendance actuelle, bon, évidemment, ça, on l'a dépassé. C'est l'ère du professionnalisme. Que ce soit les Lions ou aux Lions, chacun veut aller monnayer ses talents ailleurs. Oui. Alors, on se souvient aussi d'une chose, en 1965, première participation du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations en Tunisie. En Tunisie, le Sénégal, ce que souvent certains oublient, la première participation du Sénégal en CAN, le Sénégal est allé en demi-finale, a joué la petite finale devant la Côte d'Ivoire. Battu par 1-0, on a été battu. Donc la Côte d'Ivoire qui remporte la médaille de bronze. Alors le Sénégal a failli ne pas jouer cette petite finale simplement parce qu'avec ce qu'on appelait à l'époque le paradis de l'algèbre, puisque la CAF, en 24 heures, a changé les règles du jeu. Donc il fallait un tirage au sort, finalement, entre la Tunisie et le Sénégal pour aller en demi-finale. Oui. Alors que s'est-il passé? Le premier tirage fait, il y a eu énormément de bruit en faveur du Sénégal, mais malheureusement, ce n'est pas passé. Le deuxième tirage, c'est la Tunisie qui gagne. Les joueurs sénégalais disent qu'ils ne peuvent pas l'entendre de cette oreille. Alors tout de suite, on va rentrer à Dakar. Le président Senghor, qui prend son téléphone, qui appelle les joueurs un par un pour leur dire il faut jouer cette demi-finale. Alors ceci, c'était là où Alioune disait tout à l'heure, sur le plan diplomatique, c'était un fin diplomate. Oui. Alors pour préserver les bonnes relations entre Abou Bourguiba et Senghor, alors le président Senghor a dit il faut jouer ce match. C'est ça. Et d'ailleurs, ils ont joué et perdu. C'est dire encore une fois que sur le plan sportif, voilà moi ce que je retiens. Oui. Mais aussi le poète de la négritude, ça il ne faudrait pas l'oublier. Alors le président Senghor, on gardera vraiment beaucoup de choses de lui. Et surtout, il nous a laissé des traces indélébiles dans les mémoires. Même si peut-être il y a eu des passages, Alioune est rentré dedans, mais c'est comme ça. Moi, voilà ce que je retiens en tout cas de ça. Et surtout le maintien de la stabilité, c'est important pour un pays. C'est important. Exactement. Alors, c'est par ces mots qu'on va justement clore ce chapitre consacré à la commémoration du décès du premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Coach, on reste avec vous, mais ce sera pour parler de sport, la capsule gymnastique. C'est juste après ceci. Alors, c'est quoi le sujet de ce matin? Alors, on va parler de la paroi abdominale. La paroi abdominale, qui dit paroi abdominale, dit le ventre. Oui. Donc, c'est comme ça l'appellation, les abdominaux. Alors, on va parler de son importance, surtout du renforcement musculaire, puisque, comme vous le savez, certains athlètes, même des sportifs de haut niveau, n'aiment pas du tout le travail abdominal, alors que c'est très important. Alors, les myologistes ne vont pas me démentir, parce qu'ils vous diront toujours
pas de véritable force, pas de véritable santé pour un sportif qui pratique régulièrement l'activité physique sans une bonne sangle abdominale. Oui. Je crois que c'est une chose extrêmement importante, mais malheureusement, pour les sportifs, c'est assez fastidieux pour certains, ça fait mal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler les abdos, alors que ça, c'est vraiment important, ne serait-ce que pour la stabilité du corps. C'est ça. Alors, on passe à la démo. Oui, on va laisser le coach Bou, puisque là, ça va se faire avec le Swiss Ball, abdominaux avec le Swiss Ball. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout les multiples facettes, beaucoup de variantes qu'il va nous présenter pour ce travail abdominal. Mais avant d'aller plus loin, il va quand même nous parler de l'exercice. Allez, coach Bou, c'est à vous. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes là ce jeudi, donc on fait un coucou à tous ceux qui sont sur le plateau. Donc pour vous dire, on est là pour vous présenter le renforcement abdominal. Mais on va utiliser l'engin qui est le Swiss Ball, toujours pour créer un déséquilibre et de pouvoir travailler nos muscles en profondeur. Parce que vous savez bien, si on dit des fois le Swiss Ball, on pense toujours au ventre plat. Pourquoi? Parce qu'il est très efficace dans ce domaine de pouvoir très bien travailler les muscles en profondeur. Donc pour cela, on va l'utiliser pour faire certaines variantes au niveau des exercices abdominaux. Parce que vous savez, avec ce ballon, donc, qui est dans les salles, on peut faire du gainage frontal, on peut faire du gainage dorsal et en même temps aussi du gainage sur des abdos sur le dos. Donc on va vous présenter ces différents types d'exercices qui vont vous permettre de bien travailler et de solliciter votre ceinture abdominale. Donc, alors coach, on vient de voir la démonstration du coach Bou. Maintenant, on va s'intéresser aux avantages pour quelqu'un qui pratique régulièrement cet exercice abdominal. Oui, d'abord, vous avez une ceinture abdo-lombaire vraiment très solide. Ça, je crois qu'on n'en discute pas. Vous avez également, autre avantage, vous avez une très bonne posture. Ça, c'est très clair. Vous avez un très bon équilibre, mais surtout avec la charpente corporelle, avec les abdominaux. Alors, au plan diététique également, ça vous facilite vraiment la digestion. Lorsque vous faites beaucoup d'abdos, ça vous facilite la digestion. Alors, ça vous pousse à être, pour certains, un gourmet, comme on dit, parce que là, vous avez tout le temps envie de manger. Vous avez de l'appétit. Et aussi, au niveau des retours veineux, vous avez aussi une excellente chose, puisque là-bas aussi, c'est important, le retour veineux, mais les abdominaux vont vous aider. Mais les abdos vont vous aider également, si c'est bien fait, vous évitez des maux de dos. C'est vrai que même si ce n'est pas un travail dorsal, le travail abdominal, vous avez à côté par ricochet un travail dorso-lombaire. Alors ceci va vous éviter les maux de dos. Voilà justement les grands avantages de faire les abdominaux. C'est ça. Et Alun dit aussi que c'est important pour la force intérieure. Ah oui, bien sûr. Notre coach. le sodo coach. Oui, alors ça c'est important, ce qu'il a dit. C'est vrai que, évidemment, même les muscles profonds, là également, les abdominaux qui en font partie, et donc qui vont jouer un rôle extrêmement important à ce niveau. Vous faites du sport sans doute, professeur? Un peu. Oui, et vous aussi? Un peu. Oui. Pas des abdos, non? Non. Ça ne vous tente pas? Non. Pourquoi? Déjà, non. On laisse tomber. Mais pourquoi, dites-nous? C'est difficile? C'est difficile, oui, c'est difficile. Peut-être la marche, courir un peu. Ça, je peux le faire. Pas les abdos. Pourtant, votre physique s'y prête bien. Oui. En tout cas, vous oui. une belle silhouette. C'est ça. Beaucoup de dames vous envient certainement. Oui, mais surtout celles qui veulent, comme on le dit toujours, avoir un ventre plat. Elles ont intérêt à pratiquer les abdos. Et vous aussi. Garder la ligne, quoi. Oui. Bon, sauf que, enfin, nous, à l'école militaire, on nous imposait ça. Donc, Oui. quand je viens à Kinkeliba, tout à l'heure, en venant, j'ai dit, mais ça me rappelle le décrassage. Nous, on appelait ça le décrassage. OK, c'est obligatoire. Hein. On rate le décrassage. Si on ne parvient pas à le justifier, le soir, on risque de dormir en prison. Donc, voilà, quoi. Donc, les abdominaux, voilà. Donc, nous, c'était tout à fait naturel, quoi. Bon, maintenant, après... 20 ans, 30 ans après, donc on s'est un peu relâché.
Et effectivement, je disais à madame que mes ceintures sont devenues trop serrées, quoi. Non. Quand on arrête les abdos, le ventre commence à pousser. Hein. Okay. Donc ça commence à descendre et bon, sur le plan physique même, bon, voilà quoi. Donc vraiment, je conseille à tous ceux qui ont l'occasion, n'est-ce pas, de continuer à faire des abdominaux. C'est ça. Non, vous vous conservez très bien, machallah. Oui, il garde la je ligne. vous apprends qu'il a été le professeur de Issa Thiorogué. Issa Thiorogué. Ah oui. ITG. Malik Ban, hein, au lycée Charles de Gaulle. Ah oui. Voilà. Collègue de Oumar Diaw. L'autre professeur, voilà. Omar Diawlé. On lui fait un coucou d'ailleurs. Alors, parlons de ventre plat, justement, coach. On va terminer par ça. Quels sont les meilleurs exercices, justement, pour avoir un ventre plat? Oui, peut-être le professeur en fait, puisqu'il a un ventre plat. Peut-être, hein, je dis peut-être parce qu'il a un ventre plat. Ça se voit. Je sais qu'il y a un exercice qui est peut-être un peu difficile, le fait de s'allonger et de tenir les pieds à 10 cm du sol pendant un certain temps. Bon, moi, jusqu'à présent, je pense que je peux le faire au moins pendant 10 minutes. Ce que quand beaucoup, même, je suis certain que beaucoup... Ah oui, mais c'est sûr, hein, c'est sûr. Pas moi, en tout cas. Oui, voilà. Allongé sur le dos et les pieds à 10 cm du sol. Madame, faites ça 5 minutes. Ok, chaque jour, et vous allez voir que voilà quoi. Commencez par Même une, après, c'est plus sûr. même après l'accouchement, le ventre reste plat, quoi. Oui. Ok. Et c'est le rêve de toutes les femmes. Dites-nous, professeur. Ah oui, alors ça, c'est... Coach Tandaha. Professeur, Alors ça, c'est- bien sûr, en Oui. gymnastique. Ça, c'est ce que le professeur vient de dire. Ça, c'est ce qu'on appelle le crunch. C'est l'exercice crunch. Et donc, ça vous fait conserver, travailler le périnée. Parce que ça aussi, c'est une chose importante. Ouais. Et ensuite, vous avez aussi des exercices comme la planche. La planche, par exemple, c'est l'exercice le moins difficile, mais tout de même qui a une importance particulière quand il faut conserver les abdominaux. Mais vous avez aussi le mountain climber. Le mountain climber également, c'est un exercice qui vous fait travailler un peu les genoux, donc par alternance, mais ça va se jouer sur les abdominaux et les transverses. Quoique ça aussi, c'est des exercices extrêmement importants. Et surtout, mais on va retenir surtout la planche, le crunch et le mountain climber. C'est ça. Et c'est valable pour les hommes comme Oui, pour les femmes. hommes comme Voilà. pour les femmes. Oui. Hein, parce que c'est surtout une question du périnée. Hein, Oui. Le périnée qu'il faut en tout cas bien ménager, Oui. puisque ça va faire du bien, en tout cas pour cet organe. C'est important. Oui. Merci beaucoup, coach, pour toutes ces infos. Et vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. À 7 heures passées de 6 minutes, nous allons tout de suite passer à la première partie avec notre invité. Et l'un de nos invités ce jeudi, d'abord Kaba Kamara, membre du comité de réflexion de l'amicale des anciens élèves de l'école Pikine 1. Et on rappelle aussi que c'est un professeur d'histoire et de géographie. Il est là pour nous parler de cette école justement à Lune. Voilà, une école mythique. Hein. Je pense que l'objectif quand même n'est pas de trop. Hein. C'est quand même voilà, une école qui a 70 ans, nichée dans la banlieue. Eh bien, forcément, elle a beaucoup contribué donc à la formation des premiers cadres issus donc de cette partie, bien sûr, de la capitale sénégalaise. Et beaucoup d'entre eux ont servi dignement, d'ailleurs, donc la nation sénégalaise. Serait bien, après, on va en profiter naturellement pour un peu retracer certains portraits de ces élèves-là qui ont fréquenté l'école 1 de Pikine. Hein? L'école 1 de Pikine. Alors, c'est une école qui a 70 ans. 70 ans pour une école dans la banlieue. Certainement, c'est une institution aujourd'hui. Hein? On peut dire qu'elle occupe une place de choix dans l'histoire même de Pikine. Tout à fait, tout à fait. Professeur. Alors, donc, c'est vrai que nous nous apprêtons à célébrer aujourd'hui même, n'est-ce pas? Ce sera pour jeudi, vendredi donc, et samedi. Donc, pendant 3 jours, nous allons célébrer les 70 ans de l'école Pikine 1, aujourd'hui dénommée École Baba Ganguel. Alors, cet établissement est né en 1953, tout juste après la création, n'est-ce pas, de l'agglomération de Pikine. 7 ans avant l'indépendance du Sénégal. Et voilà. Donc, pendant la période coloniale, donc, le pouvoir colonial, pour décongestionner Dakar, avait créé la banlieue de Pikine. Et donc, l'école fut édifiée en 1953 et a reçu, n'est-ce pas, les enfants, n'est-ce pas, de cette agglomération de Pikine. Alors, 1953-2023, donc 70 ans,
L'amicale qui s'est constituée, qui a été portée sur ces fonds baptismaux en mai dernier, suite à une assemblée générale, donc a décidé n'est-ce pas, de restaurer l'établissement qui est, après avoir fait un état des lieux quand même assez exhaustif, il s'est avéré que le constat était que l'école, quand même, qui date de 70 ans, donc, souffre, n'est-ce pas, d'un état de vétusté assez avancé. Oui, ça se comprend. Ce qui fait que l'amicale s'est donné pour ambition d'abord de renouer, n'est-ce pas, les liens, n'est-ce pas, de solidarité entre les anciens élèves, n'est-ce pas, les liens de fraternité, effectivement, et c'est ainsi qu'à travers la mise en place d'un panel, beaucoup d'entre nous nous sommes retrouvés après 50 ans. Donc ça fait vraiment... Et depuis lors, je peux dire que chaque jour, quand même, nous échangeons, n'est-ce pas, des nouvelles et nous essayons, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Et donc, second objectif, n'est-ce pas, c'est de vraiment restaurer, n'est-ce pas, l'école. Il y avait à notre arrivée, par exemple, 2 classes qui étaient fermées, n'est-ce pas, qui n'étaient pas du tout fonctionnelles, parce que pendant l'hivernage passé, il y a une salle de classe dont la toiture s'était affaissée. Donc, et que 2 salles étaient restées non fonctionnelles. Et nous sommes donnés, n'est-ce pas, comme tâche première de restaurer ces salles de classe. Et donc, notre second objectif, c'est de faire tout pour, n'est-ce pas, restaurer l'établissement afin d'améliorer les conditions d'enseignement-apprentissage, n'est-ce pas, des élèves et des enseignants qui y travaillent. Donc, vraiment, 2 objectifs principaux, n'est-ce pas, entre autres, n'est-ce pas, que nous nous sommes assignés et nous, vraiment, essayons, n'est-ce pas, à travers les moyens, parce qu'il faut reconnaître que ni l'État, ni les collectivités territoriales n'ont les moyens nécessaires pour venir, n'est-ce pas, pour régler tous les problèmes, n'est-ce pas, qui se posent à l'école. Parce que nous avons une population jeune, très jeune, n'est-ce pas, et assez nombreuse, n'est-ce pas. Les jeunes représentent plus de la moitié de la population. Donc, et comme on vise la scolarisation universelle, donc il est bien évident qu'il nous faut davantage de salles de classe. Parce qu'à ses débuts, l'école ne comptait que 4 salles de classe pédagogiques. Aujourd'hui, nous en avons une dizaine, plus une classe de préparation au CI. Et évidemment, en plus de cela, il y a les effectifs, n'est-ce pas, des effectifs parfois pléthoriques qui font que les enseignants parfois sont débordés. Mais en tout cas, nous essayons, en tant qu'enseignants, mais également les autres, n'est-ce pas, s'y mettent. Nous avons quand même essayé de cotiser, de tendre la main, n'est-ce pas, à nos camarades, à nos amis, n'est-ce pas, pour nous aider, n'est-ce pas, à restaurer cet établissement, n'est-ce pas, qui a été le lieu de nos premières humanités. C'est vraiment ça l'objectif de l'amicale. Et il y a eu beaucoup d'engagement quand même, malgré les moyens limités, beaucoup de personnes engagées, n'est-ce pas, qui se battent pour restaurer. Parce qu'on regarde l'état des lieux avant notre intervention et aujourd'hui quand même, on peut se féliciter quand même d'avoir fait un grand pas. Bon, c'est vrai que tout n'est pas encore fait. On a restauré une salle pour en faire une bibliothèque. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, bon, avec l'utilisation des téléphones portables, etc., avec les médias, n'est-ce pas, donc les élèves lisent de moins en moins. Donc notre ambition, c'est de les amener davantage à lire. Donc nous avec l'appui, n'est-ce pas, de la famille d'un de nos anciens maîtres, qui nous avait au CM2, donc nous avons pu restaurer, n'est-ce pas, une salle pour en faire une bibliothèque. Et vraiment, et cela, c'est à saluer parce que ce maître à qui nous rendons hommage, qui a été vraiment, qui nous a encadrés pendant la dernière année, n'est-ce pas, de l'école primaire, et qui a permis à beaucoup d'entre nous de réussir un concours qui n'est pas du tout facile, à savoir le Prytanée militaire. Et ce maître a eu beaucoup d'élèves qui ont été au Prytanée militaire, dont la personne qui est là, en fait. Voilà, j'ai été enfant de troupe. Et d'autres encore. Donc, ce serait lui qu'on voit là sur... voilà, c'est Mohamed Toulbasek, voilà, dont la photo est là. Donc, nous avons quelques images, n'est-ce pas, de cette école. Et vraiment qui souffre de vétusté et que, voilà, nous ambitionnons, n'est-ce pas, de restaurer pour vraiment améliorer les conditions, n'est-ce pas, pédagogiques dans cette école. Normalement, vous devrez avoir davantage de moyens quand on connaît un peu
voilà, la richesse un peu en termes de diversité, de profil, de tout cela qui ont été formés par cette école et qui aujourd'hui sont peut-être à des niveaux de responsabilité assez élevés et qui pourraient, en retour quand même, voilà, faire un petit geste voilà, en guise de reconnaissance, de gratitude pour l'école Pikine 1. Est-ce que vous avez pu quand même en toucher certains? Est-ce que vous avez pu échanger avec eux? Voilà. Est-ce que vous avez vraiment ratissé large? Oui, tout à fait. En fait, il se trouve qu'il y avait d'autres amicales qui ont précédé la nôtre. Mais le problème principal, c'est de parvenir à impliquer, à fédérer, n'est-ce pas, beaucoup de personnes autour de cet objectif. Parce que parfois, il y a de la volonté, mais souvent, les actions, les interventions sont dispersées. Donc, notre ambition, nous, c'est de fédérer, n'est-ce pas, tout le monde autour, n'est-ce pas, d'une même entité pour, n'est-ce pas, pouvoir avoir plus de force d'intervenir. C'est vrai qu'il y en a qui interviennent, mais de façon ponctuelle. Il y a eu des interventions qui ont eu, n'est-ce pas, à avoir lieu par le passé, mais ce sont des interventions ponctuelles qui ne visaient, par exemple, qu'à régler un problème ponctuel. Ouais. Donc, mais aujourd'hui, avec un programme triennal que nous avons mis en place, nous avons un programme et nous appelons même aujourd'hui, par exemple, il y a d'anciens élèves de la diaspora, n'est-ce pas, qui ont rejoint, n'est-ce pas, l'amicale et vraiment qui montrent leur volonté de, n'est-ce pas, faire quelque chose pour l'école. Donc, je crois que c'est beaucoup plus un problème d'organisation, un problème de marketing, quoi. Il faut faire, n'est-ce pas, le marketing de cette association pour, n'est-ce pas, amener les gens à s'impliquer davantage. Ouais, bon, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de cadres qui sont sortis de cet établissement. J'ai mon petit frère qui vient du Congo, qui a fréquenté cet établissement. J'ai ma grande sœur également. Mais je n'hésite pas à les solliciter, à leur dire, mais voilà, faites un petit quelque chose, un petit geste, voilà, quoi. Et au niveau également de l'administration, parce que malheureusement, on dit que en fait, l'éducation nationale absorbe une bonne partie du budget de l'école. Et pourtant, ce n'est pas suffisant. Cela montre qu'effectivement, il y a beaucoup de défis. Il ne faut pas toujours attendre, n'est-ce pas, de l'État ou bien des collectivités territoriales, qui ont beaucoup de choses à faire également. Mais il faudrait que le citoyen lambda, n'est-ce pas, puisse également intervenir en faveur de l'école. Bon, ce n'est pas toujours facile, parce qu'on sent que sur le plan politique, on essaie d'impliquer le voisinage, l'environnement, le quartier, dans la gestion de l'école. C'est ce qui a donné lieu, par exemple, au CGE, Comité de gestion d'établissement. Bon, dans le quartier où j'habitais à Pikine, par exemple, j'ai été nommé, à mon insu, bon, parce qu'ils ont jugé que je suis enseignant, et j'ai été nommé président du CGE. Mais je l'ai accepté. Je ne pouvais rien et j'ai tout fait pour que ce CGE marche. Mais il faut reconnaître que parfois, il y a des problèmes. Parce que vous savez que maintenant, il n'y a plus d'inscription. On ne paye pas, mais c'est des cotisations qu'on demande aux élèves. Alors que, voilà, l'inscription n'est plus... Même cette cotisation, elle n'est pas obligatoire. Ce qui fait que dans l'école où j'étais, sur 500 élèves, la moitié avait cotisé. 3 000 francs. Donc, voilà, c'est un problème. Donc, c'est plus un problème de communication qui se pose. Voilà, c'est un problème de communication pour amener les parents à s'impliquer davantage dans la vie, n'est-ce pas, de ces établissements. Nous, on essaie de... Voilà, on essaie de jouer, n'est-ce pas, cette partition-là, d'amener également les parents à mettre la main sur le fonctionnement. Et il y a également les APE, les associations des parents d'élèves. Tous, nous les convions, n'est-ce pas, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, fédérer nos efforts, travailler en synergie pour vraiment amener cette école à être restaurée et permettre le bon déroulement des enseignements, apprentissages. C'est une école qui est un patrimoine, qui reste un patrimoine pour Pikinois, que l'on soit d'un tel ou tel quartier. Ça doit être vraiment une fierté et c'est un devoir pour tout Pikinois de tout faire pour préserver, réhabiliter cette école-là. Exactement. Et sur le plan des réalisations que vous avez eu à effectuer. Vous avez parlé tout à l'heure
d'une salle qui a été réaménagée pardon, pour en faire une bibliothèque. C'est important. Mais quand vous parlez aussi de nombre pléthorique dans les salles de classe, c'est tout aussi important d'essayer de régler ce problème en construisant peut-être d'autres salles de classe, en mettant l'accent sur les infrastructures. On sait que ce n'est pas si évident, mais est-ce que jusque-là, vous avez pu réaliser quelque chose comme ça ou augmenter le nombre de tables de banc ou les toilettes, par exemple, ou la cantine scolaire, des choses comme ça, sur le plan des réalisations. Tout à fait. C'est vrai que nous n'avons pas, parce que l'amicale a été créée au mois de mai. Donc, mai dernier. Mai dernier. Ah, ça n'a pas de longtemps, ça. Ça ne fait pas longtemps, mais déjà, au vu de ce qui a été fait, on peut se réjouir. Parce qu'il y avait déjà deux salles de classe qui étaient non fonctionnelles. On les a rendues fonctionnelles en un laps de temps. Bon, peut-être en une dizaine de jours. Hein. Donc, un ami a lancé un appel. Les gens ont envoyé de l'argent, etc., par cotisation. Et on a quand même récupéré, n'est-ce pas, une petite somme pour faire des réparations et rendre ces salles de classe fonctionnelles. Bon, après, notre ambition, c'est de non seulement restaurer, mais également construire des bâtiments neufs, si les moyens nous le permettent. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Donc, ce plan triennal, n'est-ce pas, et dans ce plan, il est inscrit, n'est-ce pas, un projet de construction, n'est-ce pas, de salles. Parce que c'est vrai que les effectifs pléthoriques rendent plus difficile la transmission, n'est-ce pas, les enseignements. Voilà. Donc, moi, j'ai été professeur au lycée de Pikine jusqu'en 2009. Après, j'ai quitté l'enseignement pour aller dans l'administration. Donc, j'ai pris ma retraite au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Parce qu'il faut reconnaître qu'après quand même une vingtaine d'années, n'est-ce pas, craie en main, on se lasse. Et quand on a fait quand même un certain nombre de formations, j'ai fait 3 masters au César, il était tout à fait légitime, n'est-ce pas, de changer, d'aller voir ailleurs. Mais il faut reconnaître que, par exemple, dans les établissements de la banlieue, mais en terminale, j'avais 71 élèves. Quand même. La dernière année. 71, et j'en avais 3. 3 terminales. Donc, une soixantaine d'élèves. Je me rendais compte que je passais tout le temps, tout mon temps libre à corriger. Parce que moi, je ne me suffisais pas de deux en fait, évaluations qu'on demande. Quand on veut entraîner une équipe de football pour gagner la CAN, il faut faire le plus grand nombre de matchs possible. Donc c'est pareil pour le bac. Bien sûr, bien sûr. Moi, je ne me limitais pas à deux évaluations. J'en faisais 4. Ce qui fait que je passais tout mon temps à corriger. Bon, ça, c'est de l'engagement aussi. Hein. Moi, j'aurais pu être colonel ou truc dans l'armée. Moi, j'ai choisi d'enseigner. Et jusqu'à présent... Et c'est un sacerdoce, l'enseignement. Bon, voilà, et donc, il faut plus que jamais réhabiliter les valeurs de l'école. C'est ça. Et vraiment, cet amour pour l'enseignement nous a été inculqué par nos premiers maîtres, à qui nous voulons rendre hommage, n'est-ce pas, à travers les 70 ans. Donc, c'est une occasion pour sensibiliser, n'est-ce pas, faire un peu de tapage, un peu de marketing, pour que les gens nous entendent, pour qu'ils mettent la main à la pâte pour vraiment restaurer cet établissement-là qui est mythique. Normalement, votre premier mécène, votre premier soutien devrait être l'édile de la ville de Pikine. Je parle de la mairie de ville. Effectivement. Est-ce qu'il a été approché? Oui, il a été approché. Il a été approché. Il a été même convié, n'est-ce pas, à la célébration de ses 70 ans. Et je pense que c'est le maire de la ville de Pikine qui va clôturer, n'est-ce pas, qui présidera à la clôture officielle, n'est-ce pas, le samedi ou bien le vendredi prochain. Alors, je fais un peu de digression parce que certainement c'est un sujet qui vous intéresse également, qui vous tient à cœur, parce qu'on a vu dans la banlieue certaines cours d'école transformées en écuries. Hein. Voilà, je n'ai rien contre nos amis les lutteurs, mais en termes de messages que l'on envoie, que l'on délivre aux élèves, est-ce une chose à faire? Quelle est votre position là-dessus? Oui, bon, c'est qu'en fait, c'est une question très pertinente. Mais le problème qui se pose, c'est que, je disais à M. le maire de la commune de Pikine Nord, n'est-ce pas, dans laquelle se trouve l'école Pikine 1, je lui disais tantôt qu'en fait, si on devrait réaménager, donc restaurer, rénover peut-être la ville de Pikine,
ce sera à la France de le faire. Parce que Pikine, c'est l'administration coloniale. C'est 53. Donc les premiers déguerpis, disons, des quartiers, n'est-ce pas, dits inesthétiques de Dakar, se sont retrouvés à Pikine. Et il y avait 3 rues, Taliboumak, Taliboubès, Talikotaf, des rues parallèles. Donc entre Taliboumak et Taliboubès qu'est logée l'école Pikine 1 dont je parle. Ouais. Mais c'était un aménagement assez sommaire. Donc on n'a pas prévu un certain nombre de choses. Par exemple, nous les natifs de Pikine, si on va à Guédiawaye, parfois on est frustré. Je sais qu'on aurait pu, le DG, voilà. C'est quelque chose, bon, c'est mon frère, c'est mon grand. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'allais chez lui, parce que son petit frère, c'est mon promotionnaire aussi du Britannique. Donc, mais quand je vais à Guédiawaye, je sais qu'il y avait beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'espace. Il y a des rues plutôt à 2 voies, etc. C'est impossible de le faire à Pikine. Parce que tout cela n'a pas été prévu par le pouvoir colonial. Mais ce déficit d'espace public ne saurait justifier le fait que des lutteurs puissent transformer quand même des cours d'école en... Toutes les après-midi. Mais là, même si c'est des après-midi et tout. Je pense que oui, on s'était battu pas une chose à faire. On s'était battu pour qu'à la place de l'arène, qu'on fasse un lycée. Oui. Le lycée de Pikine, là où il se trouve, c'est le prolongement d'un CEM de Canada. C'est nous qui avons créé ce lycée de Pikine. Donc il y avait un CEM. Moi, j'ai été affecté à ce CEM-là. Et on a créé des classes de seconde. Monsieur Lia, qui était là, nous a donné un bâtiment. C'est des classes de l'école primaire qu'il a. Il en avait plus, il nous a donné un bâtiment. On a fait des secondes. L'année suivante, on a un autre bâtiment, on a fait des premières. Et la 3e année, c'était devenu un lycée. C'est en ce moment qu'on a affecté un proviseur de façon officielle. Mais pendant toutes ces 3 années, c'est nous-mêmes, n'est-ce pas, ceux qui avaient quand même assez de... moi, j'étais professeur des lycées, en fait. Donc, ceux qui avaient vraiment la capacité ont pris en charge les enseignements jusqu'à ce que ça devienne un lycée. Mais le problème d'espace s'est toujours posé au niveau de Pikine. Ouais, c'est pourquoi ça a été un peu difficile. Bon, on disait, est-ce qu'il est tout à fait normal qu'on fasse l'arène alors qu'il manque d'espace pour faire un lycée? Bon, évidemment, ensuite, il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui ont été déployés pour faire des CM par-ci, par-là et des lycées. Mais c'est un problème d'urbanisation qui se pose au niveau de Pikine. N'est-ce pas? Ce sont les premières habitations qui ont vieilli aujourd'hui, qui pour la plupart, pour nombre d'entre eux, n'est-ce pas, sont en état de délabrement. Et là aussi, le sol respire. Vous voyez par exemple des bâtiments où les fenêtres sont presque à le sol. Et le tout prochain. Parce que quand on construit, le sable respire, quoi, en fait. C'est normal. Ouais. Et il y a beaucoup de bâtiments, par exemple, vous voyez les fenêtres qui sont à ras de terre, au niveau. Alors qu'au moment de leur construction, les fenêtres, c'était en haut. C'est ça. Et donc, il y a ces problèmes qui se posent. Donc, Pikine, c'est vrai que, voilà, quoi, mérite, n'est-ce pas, une attention particulière, n'est-ce pas, de la part des pouvoirs publics, en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Camara. Merci. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous. Et dans la deuxième partie, on fera un petit rappel de ce programme qui vous attend, qui attend tous les anciens. Donc, de la mythique école... École 1. Voilà, de Pikine. Ok, et donc j'en profite également pour souhaiter une très bonne journée à M. Lamine Diop. Merci. Expert de l'état civil. Qui est également, qui fait partie également de l'amicale. Nous avons fait le CM2 ensemble. Sur ce plateau. Voilà, effectivement. Voilà, pour faire vitalement du plaidoyer, de la sensibilisation. Merci. Absolument. Merci beaucoup, professeur Camara. Alors, on va suivre le clip du jour de ce jeudi et on revient pour la suite. lépp luñ la woon balu ñu la misaal nga daa di koy gëm del dégloo lu weesu déedéet ndigaloo yi baal woo naa la ndigal bàyyi góor woo naa la ndigal bàyyi góor may sa bigi kumba faal borom faraxati jañandeer daba maam say njaayoo yi ndigal faal jambaari xel kom ndigaloo yi faal jambaari lislaam
nenale zoyi nenale zoakul zabigi kumba falo nigal fal jambari l'islam jambari khelkom nenale zoyi nenale zoakul jarama digal bayi gor jarama yo injabar mi val jambaro ni le godi melval jambaro ni le godi melval gor su donné bayam tuma wajna val may zabige kumba val. Merci beaucoup à la régie qui nous a proposé cette reprise de la chanson si mythique et emblématique de Yandé Codefem, qui rend justement hommage à Léopold Sédar Senghor, le digne fils de Joal, n'est-ce pas, Lune? Non, je pense que dans cette chanson, elle rend hommage à Cheikh Ndigal Fall, Cheikh Fall Baye Gor. Ah, j'ai confondu avec... Je pense bien, ou bien il y a Senghor au tout début. Non? Il y a Senghor au tout début. Oui, c'est Senghor. Ah, c'est Senghor. Hein? Il y a Senghor au tout début. Ah, ok. Ah oui, voilà. Mais il y a aussi Cheikh Fall Baye Gor. Consacrée exclusivement à Senghor. Bon, à son guide spirituel également, Baye Fall. Ah oui, hein. Je pense que, voilà, c'est ça. Mais de toute façon, c'est un excellent choix. Oui. Voilà, Yandé Kodou, elle nous transporte très, très, très loin. C'est ça. Voilà. Qu'elle repose en paix aussi. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. À 7h passées de 29 minutes, c'est l'heure des infos. Le bulletin, c'est tout de suite et la suite de votre matinale Ken Keliba, ce sera juste après. Comme un air frais sur le quartier Taofer de Rufisque. Il annonce désenclavement et amélioration du cadre de vie. Au-delà de Taofer, c'est tout un boulevard qui est concerné, un axe de 39 km et d'honneur pour le Premier ministre venu donner le coup d'envoi des travaux. Les 39 km sont composés de 25 axes, dont il y a le boulevard des 30 mètres, Taofer, Cité Tapo, terminus 77, système Tapo de Rufisque. Également, il y a la bretelle de base conteneur Nimzat, route de Santiaba, mosquée Al-Mahdia, pont Gabin, Dangou Nord, Dangou Sud, cimetière Dangou, la route principale de Darou Rahman et la route clinique Nabi Mtawa. En entretien de voirie, nous avons la rue Adamolo, la rue Ousmane Sosé Diop, la rue des HLM de Rufisque, la route nationale numéro 1 entre Barnier et Diamniadio et également la route de Yen Toubab Dialaw. C'est la durée globale des travaux qui va faire 20 mois. Mais sur l'axe principal où nous sommes, les travaux ne vont pas dépasser 6 mois. Et on va être sur une route en 7 mètres 20, plus 1,50 m de trottoir de part et d'autre. Donc c'est en tenant compte également de l'assainissement, parce que nous sommes dans une zone où il est très difficile d'accès et de circuler pendant l'hivernage. Et cet assainissement est bien pris en compte dans le cadre de ce projet-là. Et les travaux également seront des voiries en pavé. C'est des travaux à intensité de main-d'œuvre pour la population locale. Tivaouane-Peulh, Kounoune, Bambilor, Yen, autant de localités prises en compte par ces travaux d'aménagement et de bitumage qui démarrent. C'est le PSD En Marche, programme spécial de désenclavement, qui redonne aujourd'hui le sourire aux Rufisquois. Kaïtou, comme jaillit de nulle part, donne l'impression d'être figé devant l'affût sans cesse des jours qui éloigne et rapproche en même temps le souvenir de l'enfant tout aussi prodige que prodigue, celui-là qui a fait que la petite localité soit sortie de l'anonymat. Toujours cette piste latéritique étroite par laquelle on arrive, ces cases, ces concessions qu'une palissade entoure, des gens simples baignant encore dans une vraie ruralité, des hommes restés de la terre et d'une terre qui a donné au continent l'un des plus grands défenseurs de son histoire tumultueuse. Dans les entrailles de ce baol des profondeurs dort un immortel par la qualité de son legs. Les pharaons qu'il a passé son temps à étudier ont rêvé de déité et d'éternité. Lui était conscient de la finitude, ce que le Coran qu'il avait tout appris et la science qu'il connaissait s'accordent à considérer comme inéluctable. Il est parti à 63 ans, un âge que certains considèrent comme hautement symbolique. Son savoir, ses idées et son combat continuent d'être actuels,
mais n'inspire pas suffisamment une jeunesse de moins en moins portée sur la quête des connaissances. Cheikh Anta aurait pu être un marabout ou un paysan sur une terre anciennement tiède. L'école coloniale lui a donné l'opportunité de s'instruire et de se construire des arguments capables de déconstruire toute l'idéologie qui niait l'Afrique. La source, c'est Tiétou, hameau sans relief, sans bâtisse recouverte de marbre ou de faïence, sans édifice étagé qui dépasserait le minaret, comme ailleurs dans ces innombrables villages de migrants, de commerçants, de modou-modou qui ont bâti leur fortune en Europe. Est-ce que Cheikh a-t-il rapporté à son terroir natal? Lui est revenu du pays des Blancs, riche de connaissances et convaincu que l'Afrique se développera par elle-même et dans le fédéralisme, ce qui tarde à se réaliser. L'ASPT et le CICES, un partenariat qui se consolide grâce à un objectif commun, de promouvoir la destination Sénégal. Le ministère du Tourisme et ses services ont procédé au lancement des activités de la journée du tourisme. Beaucoup de touristes qui viennent au Sénégal pour les affaires, pour le business ou pour l'événementiel passent par le CICES. Donc il était normal que nous joignions nos efforts pour assurer une qualité d'accueil dans toute la chaîne de valeur de ces événements. Ça veut dire de l'aéroport, du transport jusqu'à l'événement lui-même, et aussi une expérience de qualité d'accueil et d'esprit teranga dans les réceptifs. À travers l'organisation de la Foire internationale de Dakar, nous recevons beaucoup d'étrangers. Pendant leur séjour, pour participer à la foire, ces pays vont organiser leur propre journée économique et culturelle. Une belle occasion pour montrer leur facette économique et culturelle. Donc, si leur séjour se passe très mal au Sénégal, ils ne vont plus revenir. C'est pour cela que nous saluons ce partenariat avec la SPT qui a vraiment l'expertise qu'il faut pour nous accompagner, pour que prochaine fois, au lieu d'avoir 30 pays participants étrangers, qu'on aille jusqu'à 60. Le thème, axé autour de l'entrepreneuriat des femmes, rejoint celui choisi pour cette 31e FIDAK. Le tourisme peut servir de vecteur d'autonomisation des femmes. Le ministère du Tourisme marque à travers l'ASPT ses différents services, notamment l'ASPT et la SAPCO, qu'il est possible, dans une dynamique d'ensemble, de réfléchir sur des thématiques globales pour trouver les réponses aux problèmes épineux qui se posent et qui sont en rapport avec la création d'emplois. Parce qu'en réalité, quand on réfléchit sur l'entrepreneuriat, en filigrane, c'est l'emploi qui est recherché. Le ministère du Tourisme et ses différents partenaires ont réitéré leur engagement de tout mettre en œuvre pour développer ce secteur. La tenue d'un salon du tourisme en 2024 a été annoncée. À peine les valises posées, les médecins de Caen s'installent dans leur quartier à l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Direction le bloc opératoire pour 2 chirurgies complexes. Il s'agit de 2 patients porteurs de pathologies neurochirurgicales vasculaires complexes que l'expertise locale ne peut prendre en charge. Une jeune fille de 14 ans et un jeune adulte de 30 ans qui auront droit à une embolisation. Il y a 1,50 m de tube entre le point de ponction et surtout par voie chirurgicale. Il y avait un risque quand même de perte de sang très importante qui aurait demandé beaucoup de transfusions. Et voilà, enfin, le pronostic était plus engagé que par une technique mini-invasive. Voilà qu'on essaie de traiter ces patients qui autrefois, malheureusement, n'étaient pas traités au Sénégal. Ceux qui avaient les moyens prenaient l'avion, ils partaient, et ceux qui n'avaient pas les moyens, malheureusement, on les perdait. Donc aujourd'hui, on a la possibilité ici à l'hôpital Cheikh Khadim d'avoir ce qu'il faut. Les ressources humaines sont là. On a la chance d'avoir quelqu'un comme elle, très généreuse, hein, je le signale, hein, parce qu'elle aurait pu refuser ou bien nous demander de l'argent pour venir. Elle n'en a rien fait. Elle est venue gracieusement amener du matériel qui coûte pratiquement une dizaine de millions, gratuitement pour les malades. Donc l'occasion pour nous aussi de les remercier. Voilà. Et donc maintenant à nous aussi de poser les bonnes indications, parce que aussi la chirurgie des anévrismes, on ne doit pas aussi l'abandonner. Il y a des anévrismes qui impérativement il faut les opérer.
Et avant tout, nous sommes des chirurgiens. L'endovasculaire, c'est un plus et on doit proposer ça aux patients et ça doit être au cas par cas. Tout ceci a été possible grâce au plateau technique relevé de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Écoutez, je suis très impressionnée de cet hôpital. Il est vraiment d'un luxe et d'une première facture impeccable. Même il y a des hôpitaux en France qui sont moins bien lotis que l'hôpital ici. Une intervention qui aurait pu coûter plus de 30 millions de francs CFA aux patients. Aujourd'hui, elle est gratuite pour le coût de maître grâce à la coopération entre l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba et le service de neuroradiologie du CHU de Caen en France. Donc quand Charlotte m'a sollicité pour l'aider à faire les premières procédures au Sénégal, bien volontairement, et j'ai été honorée de sa confiance. Donc on a fait tout le nécessaire pour mettre le matériel à disposition à titre gracieux et on est très fiers de ça pour aider le Sénégal dans son développement et à trouver des solutions pour demain, un modèle économique pour que ces traitements se fassent plus au Sénégal au lieu que les Sénégalais viennent en France se faire traiter. Une réussite totale de ces deux interventions qui ont duré chacune plus de 5 heures de temps. Une initiative qui marque d'ailleurs le début de futures collaborations entre les services de neurochirurgie de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba et celui de Caen afin de faire profiter les patients et initier également les neurochirurgiens au traitement endovasculaire. Il est 7h39, vous venez suivre les infos de ce jeudi dans King Keliba. Bienvenue si vous nous rejoignez, merci beaucoup à ceux qui nous suivent depuis 6h30. Je rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 8h et nous allons démarrer justement cette seconde partie avec Alun Diop qui nous attend dans l'autre studio pour sa chronique archive. Bonjour Alun. Bonjour Anouchka, je salue bien sûr toute l'équipe de King Keliba. Aujourd'hui dans Archives, c'est vrai qu'on va s'appuyer sur le lancement officiel de la Biennale pour revenir un peu sur l'historique de la Biennale des Arts contemporains de Dakar, le Dakar comme on l'appelle. Et puis ça coïncide avec l'anniversaire de la disparition de Léopold Sédar Senghor. On commémore sa disparition. C'est en plein Fesnac que Léopold, le poète président, nous avait quitté. Celui qui préférait justement qu'on l'appelle le poète président et non le président poète, Léopold Sédar Senghor, qui a beaucoup soutenu les arts plastiques, les arts globalement, mais beaucoup plus quand même les arts plastiques. C'est ainsi qu'on avait, par exemple, comme révélation du Festival mondial des arts nègres, un jeune comme Ibou Diouf, apprécié par Léopold Sédar Senghor. Ibou Diouf était l'artiste plasticien révélation du Festival mondial des arts nègres de 1966. On a connu les relations qu'avait Senghor avec un artiste comme Mbaye Diop, un artiste qui part pour agresser un président de la République, arrêté par les policiers, qui l'amènent à la police, mais qui n'ont pas osé le toucher. Et effectivement, arrivé au palais de la République, Léopold Sédar Senghor, le président ou le poète président, avait même appelé pour prendre des nouvelles de Mbaye Diop et il avait dit « libérez-le, laissez-le ». Effectivement, les policiers connaissaient les relations qu'avait le poète président avec les artistes plasticiens comme Ibou Diouf que je viens de citer en tant que révélation du Festival mondial des arts nègres, mais aussi Mbaye Diop et d'autres, ils sont nombreux. Donc il fallait parler un peu de Senghor. C'est vrai, la Biennale des arts contemporains, ce n'est pas l'œuvre de Léopold Sédar Senghor, mais plutôt de Abdou Diouf. Ça a été mis en place comme la Biennale des lettres, avec des hommes comme Amadou Lamine Sall, qui s'est retiré par la suite, et parce que c'était réorienté, en tout cas, c'était pour devenir la Biennale des arts contemporains africains, le Dakar. On est aujourd'hui à une 15e édition, et le lancement officiel, je vous le disais, c'était lundi dernier. Le Sénégal a eu beaucoup de prix, beaucoup de grands prix pour parler de la Biennale, comme des gens comme Diba, mais aussi Ndarilo. Soli Cissé a gagné aussi des distinctions au niveau de la Biennale des arts contemporains. Même récemment, pour parler de la Biennale 2022, le Sénégal avait obtenu 4 à 5 prix avec des jeunes artistes comme Aré Banor, qui est dans la section officielle d'ailleurs, la sélection officielle plutôt, puisque le Sénégal a des artistes représentés, des jeunes qui représentent justement le Sénégal dans cette sélection officielle. Je vous le disais, le lancement officiel c'était lundi dernier au Palais des Arts. On va revenir un peu sur l'intervention ou le discours de Madame la secrétaire générale de la Biennale, Mariam Ba. Je viens de rappeler ici le riche patrimoine de l'État du Sénégal
Sa collection privée d'œuvres d'art a plusieurs fois sillonné le monde, non sans renforcer l'image de ce pays dans le concert des nations. Participe de cette illustration la généreuse donation de la collection du très connu Iba Ndiaye à l'État du Sénégal. En outre, cette exposition peut favoriser une féconde synergie entre les amateurs et critiques d'art, les professionnels du secteur, au nombre desquels les journalistes spécialisés dans ce domaine. Il s'y ajoute qu'accompagnée d'un riche panel sur ce sujet, elle peut constituer une véritable source de stimulation du marché de l'art local en créant des opportunités d'investissement pour les collectionneurs. Sur ce registre, le marché de l'art visuel contemporain africain, qui connaît une croissance exponentielle, représente aujourd'hui une opportunité sociale, culturelle et économique importante pour l'Afrique et en particulier pour le Sénégal. Le Dakar, c'est également un espace de réflexion. Cette année, nous n'allons pas déroger à la règle. Les rencontres scientifiques et professionnelles se dérouleront au Musée des civilisations noires et ici à l'Ancien Palais de Justice, sur plusieurs matinées, présentant chacune 2 à 3 panels suivis d'échanges avec le public. Voilà, Mariam Ba comme secrétaire générale de la Biennale. Je crois que Mariam est à sa 3e édition. On tient compte de la Biennale pour dire que depuis 2018, elle organise donc la Biennale avec un comité d'orientation mis en place, même si ça varie de temps en temps. Mais dans ce comité d'orientation, justement, on retrouve des gens comme Khalidou Kassé, membre du comité de sélection, mais aussi membre du comité d'orientation. Ousmane Baye aussi, membre du comité de sélection, mais membre du comité d'orientation. Et d'autres gens qui sont justement dans ce comité d'orientation. Nous allons retourner justement sur ce lancement officiel avec cette fois-ci l'autorité Habib Léon Ndiaye, secrétaire général du ministère de la Culture et du patrimoine historique. Aujourd'hui, au lancement officiel de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, prévue du 16 mai au 16 juin 2024 à Dakar. La Biennale est devenue, depuis 33 ans, un rendez-vous incontournable pour les créateurs contemporains qui se donnent pour dessein de réenchanter le monde quand il semble dominé par le pessimisme et les malheurs, de lui donner un sens, une signification, voire une direction. Lorsque soumis à toutes sortes de soubresauts, il semble avoir sombré dans une défiance collective et victime de désorientation spatiale. Elle lui permet de rêver son futur quand toutes les voies de l'utopie régénératrice semblent vouées à l'aporie. Au-delà d'une manifestation internationale qui expose et révèle la créativité de nos meilleurs artistes, confirmés comme débutants, la Biennale est donc une occasion nécessaire pour s'interroger sur le destin du monde, sur le sort de l'humanité et pour apporter les meilleures solutions aux problèmes qui entravent le bonheur collectif. Et qui, mieux que les artistes, peut endosser ce rôle, assumer cette mission essentielle. Les artistes, les créateurs sont en effet par essence des visionnaires, toujours attentifs à leur environnement, aux mutations de leur société. Ils sont les messagers de cette aube créative, explorant des horizons nouveaux, défiant les conventions et éveillant notre conscience sur les enjeux sociétaux. Leurs créations sont des invitations à la contemplation, des fenêtres ouvertes sur des mondes inexplorés, des échos de voix singulières qui résonnent dans l'âme de ceux qui les contemplent. Mais les artistes n'abordent pas ces mutations sociales ni ces enjeux sociétaux avec les certitudes d'un savoir dogmatique. Voilà, la Biennale, pour cette 15e édition, il y aura la sélection officielle au Palais des Arts, mais aussi il y aura des hommages. Hommage à Germaine Anta Gaye, mais aussi hommage à Ndoye Doutse qui va se dérouler à la Galerie nationale. Pour Germaine Anta Gaye, ce sera bien sûr à la Maison de la Culture Doutse. Khalidou Kassé, je vous le disais, il est un commissaire aussi pour l'exposition des collectionneurs. Ousmane Baye qui s'occupe de l'exposition des designers. Donc c'est éclaté avec des sites officiels, beaucoup d'animations. C'est ouvert d'ailleurs, la section off
et on va vers beaucoup d'inscriptions. Pour la Biennale 2022, on était à plus de 500. Maintenant, la Biennale était même hors du Sénégal, organisée ailleurs. Je crois que ce sera le cas. En tout cas, on va sans nul doute vers une très belle fête avec cette Biennale considérée comme une Biennale particulière parce que gérée par l'État. Qui dit l'État, c'est l'argent du contribuable. Donc une Biennale inclusive. Tout le monde doit se sentir impliqué, concerné dans cette Biennale. Le président de la République, Macky Sall, vous l'avez constaté, en 2016 déjà, il avait trouvé la Biennale avec un budget de 300 millions. Il l'a augmenté 600 millions. Maintenant, on est à 1 milliard de budget. Raison pour laquelle beaucoup de gens, comme moi, se battent pour éviter le changement de statut de la Biennale. Laissons la Biennale comme telle, gérée par l'État du Sénégal. Et je sais que le président de la République, comme tout le monde le sait, l'a constaté, s'occupe particulièrement de la Biennale, accorde une importance particulière à la Biennale. Je n'oublie pas le ministre Ali Sow qui cesse de galvaniser justement le cabinet pour une bonne réussite de cette Biennale des arts contemporains. Donc le statut de la Biennale ne doit pas changer. On doit maintenir la Biennale comme telle, financée par l'État, financée par le contribuable sénégalais. Donc la Biennale, c'est du 16 mai au 16 juin, rappelons-le. Et le lancement officiel, c'était lundi dernier au Palais des Arts. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre archive, traité aujourd'hui sous forme d'actualité, mais on est revenu un peu sur l'hommage à Senghor, mais aussi sur l'historique un peu de la Biennale de façon brossée. Donc je vais retrouver maintenant Yolande Ndiaye dans le studio Ahmadouba pour plus près de vous, Guelen Djegé. On se retrouve donc, comme je l'ai dit, la semaine prochaine pour un autre numéro de votre rubrique Archives. Exactement. Merci beaucoup Alioune Diop pour cette capsule sur la Biennale de Dakar. Et on vous retrouve, comme vous l'avez dit, jeudi prochain pour une autre chronique Archives, 7h49. Le reste de notre temps est justement accordé à notre deuxième invité du jour. Il s'agit de Kounandia et elle dirige le pôle formation et les formatrices du camp de codage ONU Femmes. Alioune. Alors, donc, un camp assez original, hein, parce que quand même, un camp de codage dédié exclusivement qu'aux femmes. Hein. Alors, c'est vraiment la dernière trouvaille donc, de ONU Femmes. Mais bon, cela nous saurait surprendre quand on sait qu'ONU Femmes, oui. Bon, quand même, sa vocation est de promouvoir le leadership féminin. Oui. Et donc, pensez-vous que le codage, Madame Diouf, pourrait permettre un peu d'accélérer l'inclusion des femmes et des filles dans l'environnement d'éthique? Oui. Tout d'abord, ça a commencé d'abord par un constat où, à l'échelle mondiale, 28,4% des femmes engagées dans les sciences, l'ingénierie technologique et les mathématiques, les femmes ne représentent que 28,4%. En Afrique subsaharienne, en moyenne, c'est 30%. Et c'est pour combler ce fossé numérique que ONU Femmes a mis en place le projet African Girls Can Code Initiative. ONU Femmes, en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications et la Commission de l'Union africaine, ont décidé, à travers toute l'Afrique, de former 2000 jeunes filles, de les former dans la programmation et les mettre sur la voie d'études et de carrière dans le secteur des TIC. Et ONU Femmes a ciblé 11 pays prioritaires, à savoir le Mali, le Niger, la Mozambique, le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Ouganda et la RDC. Et ce projet, ça a commencé d'abord par une sélection de formateurs. 6 formateurs par pays. Donc ici au Sénégal, on a sélectionné 6 formateurs, 4 garçons, 2 filles, dont moi-même. Et la seconde phase, c'est d'implémenter des camps de codage nationaux dans tous les 11 pays. 2 camps par pays. En mai, on a déjà fait le premier camp à l'UVS de Mermoz. Et actuellement, on est dans le second camp, qui est accueilli par l'AEF. C'est l'AEF qui nous héberge pour ce second camp. Et ça a commencé depuis le 12. Ça va faire 10 jours. Aujourd'hui, normalement, c'est la journée de clôture. L'AEF, c'est l'Agence universelle de la francophonie qui nous héberge pour ce deuxième camp. Alors, comment se passe, disons, le recrutement, l'enrôlement de ces femmes et jeunes filles? Parce que je sais que, bon, peut-être beaucoup d'entre elles aimeraient bien maîtriser un peu les rouages un peu du codage.
Donc, ce qui fait que forcément la demande, elle est forte. Elle est forte. Alors, vous basez sur quoi? Quels sont les critères? Devrait-elle avoir un certain niveau d'études et tout cela pour pouvoir l'intégrer? Ça se passe comment? D'abord, c'est Unifam qui fait l'appel d'offres et les filles postulent en ligne. Oui. Maintenant, nous, en tant que formateurs, nous faisons partie du comité technique et dans le processus de recrutement, nous aussi, on en fait partie. Et ce sont des critères que Unifam a établis, âgé de 17 à 25 ans, avoir le baccalauréat scientifique, avoir des notions de base en informatique. Et c'est sur cela qu'on va noter les filles. Et après, on prend les 50 premières. Ok. Ouais. Mais et celles qui n'ont pas peut-être le niveau du bac et qui ont, voilà, qui ont certaines prédispositions un peu dans l'utilisation des TIC, hein, il y en a beaucoup, hein, qui ne demandent qu'à être peut-être encadrés pour pouvoir maîtriser le codage. Vous en faites quoi? Peut-être que ce sera dans les perspectives. Mais pour ce projet, Unifam, ils ont décidé que ce sera de 17 à 25 ans et que les filles doivent avoir au minimum le baccalauréat scientifique. Maintenant, dans les perspectives, on envisage de prendre les âges beaucoup plus bas et même le niveau d'études aussi. Le niveau d'études, parce que pour le codage, en fait, on n'a pas besoin d'avoir un certain niveau d'études. Il y a même des camps de codage, de sessions de formation au codage. On a reçu un monsieur ici, en fait, dédié, dont la cible était les talibés. Hein. Les talibés qui ont été initiés au codage. Et ça, c'est une bonne chose. Même les enfants aussi, les enfants aussi, parce qu'on peut les apprendre à programmer des jeux vidéo, tout ça, et les initier dans le codage. Donc, je pense que c'est dans les perspectives. Bien sûr, de ratisser davantage large. Ok. Et maintenant, quelles sont les perspectives qui sont offertes à ces pensionnaires du camp de codage d'Unifam? D'abord, après... Est-ce qu'il y aura peut-être un suivi voilà. D'abord, après la formation, on les dote de matériel informatique, ordinateur, modem pour la connexion et tout. Et après, on les suit 6 mois en ligne. Ils suivront des cours en ligne pour leur suivi et les booster encore dans le domaine du codage. Ok, ça c'est un bon modèle. Parce qu'il ne suffit pas seulement de les former et puis de les laisser voler de leurs propres ailes. Vous les accompagnez, vous les couvrez d'une certaine façon. Je pense que vous qui êtes pédagogue, M. Kavara, vous êtes certainement séduit par ce projet. La discrimination. Non, mais c'est très clair. Hein? C'est organisé par Unifam. Donc, moi, c'est vrai que... Parce que moi, je ne suis pas tellement branché côté TIC. Hein. Donc, je me considère même comme un analphabète. Hein. Vous vous sentez exclu. Voilà, côté informatique. Quoi. Donc, moi aussi, j'aimerais bien... Voilà, les personnes du... Voilà, je ne comprends pas vraiment ce que j'ai expliqué tout au début. J'ai expliqué tout au début. J'ai dit qu'il n'y a que 28,4% des femmes dans l'échelle mondiale qui sont engagées dans le secteur des TIC. Donc c'est pour combler ce gap numérique que Unifam a décidé d'habiliter 2000 jeunes filles à travers l'Afrique. C'est pour combler. Et quand on dit combler, c'est parce que les hommes sont déçus des femmes. Non, ce qu'il voulait dire, c'est que même les hommes aussi en souffrent. Oui, c'est ça. Les hommes en souffrent au diplôme et autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messieurs qui ont peut-être un certain niveau d'études extrêmement poussé. C'est pas seulement dans le domaine des TIC qu'il y a ce décalage, même dans d'autres aspects de la vie. Absolument, je comprends. Il y a moins de journalistes, peut-être femmes, à la RTS que d'hommes. Voilà, donc c'est dans beaucoup de domaines. Le problème, il est global. Et je lui disais tout à l'heure qu'il y a des progrès significatifs quand même qui ont été faits dans le domaine, n'est-ce pas? Parce qu'au niveau des ministères, par exemple, dans chaque ministère, aujourd'hui, il y a des cellules genre. Hein. Voilà, donc voilà. Et moi, je travaille avec ces cellules. Donc moi, je suis féministe. Hein. Ah oui, voilà. Je pense que vous, les Unifam, ils vous appellent des he-for-she. Exactement. Voilà. Et donc, la formation, elle prend fin aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a duré combien de semaines, de jours? 10 jours. 10 jours de formation. Et bon, les premiers résultats sont-ils encourageants en termes de maîtrise précoce donc, du codage? Par ces pensionnaires, vous êtes satisfaite? Oui, je suis satisfaite parce que durant ces 10 jours, d'abord, on fait beaucoup de modules. Ces 10 jours, c'est accéléré, mais c'est intense aussi. On fait de la programmation robotique, leadership. Tout ça, c'est inclus dans le programme. OK. En tout cas, bravo pour cette initiative. Merci beaucoup. Donc, dorénavant, c'est une activité annuelle pour Unifam, bien. Ça, vous ne pouvez pas trop vous épancher là-dessus? C'est un projet bien ficelé. Je pense qu'il y aura des perspectives, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore avancé sur ça.
Ok. Merci beaucoup, Madame Diouf. Merci beaucoup à vous. Merci et très bonne journée. Félicitations encore. Alors, M. Camara, rapidement, un rappel du programme de célébration des 70 ans de l'école Pikine 1. Voilà, pour la journée d'aujourd'hui, donc après l'ouverture qui aura lieu après 9h, donc il y aura une cérémonie de nettoyage de l'école, n'est-ce pas, un set-satal. Donc, dans l'après-midi, il est prévu un tournoi de football interclasse entre les élèves, n'est-ce pas? Et demain, ce sera véritablement le grand jour, le jour le plus important, où on va inaugurer la salle, la bibliothèque. Et on va également, l'après-midi, il y aura n'est-ce pas, un panel, enfin un débat, n'est-ce pas, sur le thème école publique et développement local. Et l'école d'hier et aujourd'hui. Donc, on va discuter un peu de pédagogie, de l'évolution, n'est-ce pas, des pratiques, n'est-ce pas, pédagogiques, n'est-ce pas, au cours des années. Depuis, n'est-ce pas, la période coloniale jusqu'à nos jours, n'est-ce pas, comment on a enseigné pratiquement également et quelle est la place de l'école publique dans le développement local. Ouais, donc, on va en discuter. Et donc c'est une journée assez importante où il est prévu même, parce qu'après l'école 1, il y a une autre école 7 qui lui est attenante, où on a prévu, n'est-ce pas, de baptiser l'école, cette école-là, par le maire de la commune de Pikine Nord, a décidé, n'est-ce pas, de baptiser cette école, n'est-ce pas, de lui donner le nom d'un de nos anciens, voilà, un papa qui a vraiment œuvré pour le développement de la localité. Donc, également, il est prévu, n'est-ce pas, des sketchs, des périodes quand même ludiques pour les jeunes, n'est-ce pas, qui vont se divertir. Et donc, la dernière journée, il est prévu également, n'est-ce pas, des manifestations culturelles, comme le jeune Maron qui va faire une prestation. Donc, il est artiste de Pikine. Donc, et après, la clôture sera faite par l'édile de la ville de Pikine, le maire de la ville. J'espère qu'il va reprendre le morceau fétiche de Boy Maron de Pikine. Voilà, certainement. Voilà, le Seigneur avec Pikine de Kouaïl. Voilà. Donc, un programme assez alléchant. Et nous convions tout le monde vraiment à venir nous rejoindre et vraiment à participer à cette grande manifestation. Merci beaucoup. Bravo. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous aussi. Merci coach. Merci à Lune. Merci à l'ensemble des équipes en régie Kenkeliba. C'est donc fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et nous vous souhaitons de passer une très belle journée. Le dernier numéro de la semaine demain, ce sera avec Anta que vous allez retrouver toujours avec le même plaisir. Au revoir. Je serai là, il ne me laisse pas indifférent. In the morning, a long way but go because I gotta find my way. The no need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left to be done. See the guy.